Bon, on va pas se le cacher, chaque année c'est la même chanson, on arrive en décembre, les marchés commencent à sentir la cannelle et tout le monde se met à parler du rallye du Père Noël comme si c'était un passage obligé. Alors précisons quand même que le rallye du Père Noël, il est censé se produire entre Noël et Nouvel An, pas depuis le 1er décembre. Statistiquement, il faut reconnaître quand même un truc, c'est que décembre, c'est un peu le mois le plus sympa de la bande. Pas le plus brillant, ça reste quand même novembre, historiquement parlant, c'est lui qui rafle la médaille d'or. Mais décembre, c'est le deuxième meilleur mois de l'année pour le S&P 500 depuis 1950. Autrement dit, plutôt fiable, en tout cas plus fiable que des promesses électorales. En moyenne, on parle de 1,7% de hausse sur le S&P, pas mal pour un mois où la moitié de Wall Street est déjà en vacances et l'autre moitié fait semblant de travailler et les algos tournent en digestion lente. Et puis, il y a toujours ce petit côté optimiste des fins d'année, les bonus, les portefeuilles qu'on maquille un peu avant la photo finish, du genre « Oui, bien sûr, on avait du Nvidia dans les portefeuilles depuis la semaine dernière ». Bref, tout ce théâtre joyeux qu'on connaît par cœur, sans oublier les Christmas parties, les apéros de fin d'année qui ne sont pas super productifs pour les marchés et destructeurs pour le foie. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, décembre n'est pas un mois magique. Par exemple, en 2024, c'est pas si loin que ça, on a fait moins 2,4% sur les actions mondiales. Pas vraiment un rallye du Père Noël, plutôt un Père Noël qui s'est foulé la cheville en montant dans le traîneau. Alors oui, décembre est statistiquement un bon mois, mais pas une garantie. C'est juste la pièce finale d'un puzzle beaucoup plus large, cette fameuse période novembre-avril, historiquement la plus profitable de l'année. Vous savez, après, c'est un peu le pendant du sell in May and go away. En gros, c'est pas décembre qui est exceptionnel, c'est l'ensemble de la fin d'année qui met tout le monde de bonne humeur. Et nous, dans tout ça, et ben pour l'instant, on fait ce qu'on fait de mieux, on regarde, on analyse, on se dit que le Père Noël ou le Père Powell, s'il veut bien repasser cette année, eh bien, on ne dira pas non. Tout ça pour dire qu'on a commencé le mois de décembre et avoir le trafic en berne sur les vidéos matinales et l'intérêt général pour les marchés, je ne suis pas loin de penser qu'on a passé une des semaines les plus chiantes de l'année. Oui, tout le monde est dans les starting blocks pour la fête de la semaine prochaine et on ne fonctionne avec un seul mode. Bonne nouvelle égale bonne nouvelle, mauvaise nouvelle égale bonne nouvelle parce que ça fait baisser les taux. C'est le motto de fin d'année. Alors, on va se refaire la semaine rapidos et on part faire les marchés de Noël et décorer le sapin. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet, et oui, encore, et nous sommes le 6 décembre 2025, dans 18 jours c'est Noël et dans 4 jours c'est la Fed. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, on va pas se mentir, si vous avez regardé les 5 Morning Bull Live de la semaine, vous savez déjà tout. Vous savez que les chiffres du PMI manufacturier en début de semaine sont retombés à 48,2 en novembre, 9e mois de contraction, l'industrie US n'est pas morte, mais ça devient quand même un tout petit peu poussif, et c'était surtout nettement en dessous des attentes. On retiendra néanmoins que l'industrie américaine ne s'effondre pas, mais qu'elle n'a aucun momentum, que les tarifs, la politique et la paperasse plombent l'ambiance, les boîtes dégraissent et la demande intérieure est pas terrible pendant que l'exportation est en panne et que les prix montent. Vous avouerez que présenté comme ça, c'est super moche. Mais comme d'habitude, quand c'est moche, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne nouvelle parce que la Fed, elle va baisser les taux. Et puis, ensuite, on a eu les chiffres de l'emploi ADP. Faute de ceux des NFP qui sont toujours dans les cartons du Bureau of Labor Statistics, là aussi, c'était moche. On a détruit 32 000 emplois sur le mois, mais là aussi, c'était une bonne nouvelle parce que, ouais, bon, vous connaissez la suite, blablabla, la Fed, elle va baisser les taux. Et puis, on a terminé la semaine avec les chiffres du PCE. Alors lui, c'était autre chose. C'est la seule donnée à peu près fiable au sujet de l'inflation, puisque le CPI est aussi bloqué dans les cartons du Bureau of Labor Statistics, et lui, il est sorti, j'ai envie de dire, comme prévu, dans les attentes du marché. Résumé de la semaine macro, l'économie est dans le pâté, l'emploi est en train de sombrer, et c'est des arguments pour baisser les taux la semaine prochaine. Et puis en plus, l'inflation ne monte plus, donc on peut baisser les taux. Point final. Les taux vont donc baisser mercredi prochain. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que je vous publierai la vidéo de jeudi matin dans la nuit de mercredi à jeudi, histoire d'être très clair dès le réveil. Enfin, vous serez au clair, moi je serai dans le cirage. Mais revenons à cette histoire de baisse des taux. Le marché ne vit que pour ça et ne vit que par ça.
On n'a plus de chiffres trimestriels, ou presque, il n'y a donc pas des masses d'histoires à raconter, on parle encore un tout petit peu d'intelligence artificielle, mais ça reste marginal pour le moment, si ce n'est que Microsoft s'est montré prudent pour l'année prochaine dans le secteur, même s'ils disent que c'est pas vrai, et que Nvidia n'a toujours pas signé son contrat avec OpenAI, mais tout le monde s'en contrefou parce que l'IA, globalement, c'est génial. Michael Burry publie bientôt toutes les heures pour dire que l'IA, c'est du flan et que c'est un Ponzi, mais on s'en fout également. Les chiffres macro sont tronqués à cause des restes du shutdown. L'Ukraine et la Russie avancent dans leur accord de paix à la vitesse d'un escargot au galop. Et au milieu de tout ça, la seule chose qui nous intéresse, c'est ce que va faire Powell la semaine prochaine. Et histoire de chauffer la salle, on spécule sur la nomination du successeur de Powell, qui sera un pro-Trump et un pro-baisse des taux en rafale, ce qui va bien évidemment nous arranger encore pour le premier semestre 2026, ça va être tellement facile. En résumé, on a entamé le mois de décembre avec une mollesse inouïe et un intérêt en baisse. Les volumes sur les options anti-crash sont en hausse, ce qui nous rassure sur le fait qu'il n'y aura pas de crash, mais surtout pas en décembre, ce serait politiquement incorrect. Du coup, nous sommes à quelques encablures des records historiques, et ça devrait être chose faite la semaine prochaine, histoire de fêter dignement ce mois de décembre, qui est souvent un mois haussier, et qui en plus sera aidé avec la Fed qui va baisser les taux. On notera encore que l'inflation est légèrement remontée en novembre dans la zone euro. Ça s'écarte un peu de l'objectif de la Banque Centrale Européenne, qui était fixé à 2%. La hausse des prix est ressortie à 2,2% sur une année contre 2,1% le mois précédent. Les analystes interrogés par Bloomberg tablaient, eux, sur un maintien de l'inflation à 2,1%, c'est hyper sexy, ça motive les gens. Et en Suisse, le taux de chômage est resté stable en novembre à 2,9% et l'inflation a poursuivi son repli en reculant de 0,2% par rapport au mois précédent. Le renchérissement est donc devenu nul sur une année en Suisse. Et puis alors, embelli sur le moral des industriels suisses dans le sillage de l'accord commercial avec Washington, à l'inverse de celui des prestataires de services, l'indice des directeurs d'achat PMI pour l'industrie se trouve à 49,7, le seuil de croissance des 50 points, juste à quelques points, seuil qu'il n'avait plus atteint depuis 2022. Voilà, on a une économie qui globalement a le Covid, un marché qui n'écoute rien et une seule obsession collective: Powell va baisser les taux. Tout le reste, les PMI mous, l'emploi en vrac, le PCE comme prévu, l'inflation qui baisse en Suisse et qui remonte un chouïa en Europe, c'est du décor de théâtre, c'est un scénario de cinéma. La vraie histoire de tout ça, c'est que tout le monde retient son souffle avant mercredi. On avance mollement, on frôle les records, on regarde décembre comme le mois qui va bien se passer et on attend que Powell appuie sur le bouton magique. La suite, eh bien, on la découvrira ensemble, mais une chose est sûre, la semaine prochaine sera peut-être un tout petit peu plus active et passionnante. Si on regarde les performances de la semaine, vous voyez que le vainqueur de la semaine, c'est le SOX, puisqu'il y a eu pas mal de rachats et de consolidation et de bons résultats dans le secteur des semi-conducteurs. Ça repart à la hausse, merci Marvell entre autres, Intel qui se comportait pas mal aussi. Donc on voit que les semi-conducteurs étaient un peu à la fête, et puis le reste, vous voyez que l'argent va toujours bien, le pétrole remonte un petit peu, à chaque fois qu'il y a des espoirs de paix, ça rebondit un petit peu et ça redescend derrière, donc il ne se passe pas grand-chose du niveau du pétrole. Le Nasdaq, lui, ne prend que 0,9%, le Hang Seng 0,87%, le DAX 0,8%, le SMI 0,78%. Vous voyez que c'est pas non plus monstre passionnant. Le Dow Jones, lui, récupère 0,5%, le S&P 500 est en hausse de 0,3%, et de l'autre côté, vous avez le CAC qui perd 0,10%, l'or qui revient un petit peu, et le Bitcoin qui va dans tous les sens, toujours avec une baisse de 1,39 sur la séance. Signalons encore que le Bitcoin a été reconnu comme l'indicateur d'appétit au risque pour le marché financier. Donc un Bitcoin qui monte, c'est positif pour les actions, et un Bitcoin qui baisse, c'est pas positif pour les actions, surtout les actions tech. Sur la Suisse, peu ou pas de nouvelles, vous le verrez. Les deux choses à signaler, c'est Amrise qui continue de monter, ça c'est aussi toujours dans le sillage des espoirs de paix et de reconstruction. UBS, on va en parler tout à l'heure. Logitech parce que c'était une tech, le reste ça montouillait. Et puis en bas, on avait Swiss Re qui perdait 8,55% après avoir fait des annonces en fin de semaine. On va en reparler également, mais rien d'exceptionnel sur la performance totale du SMI, un peu comme on l'a vu tout à l'heure sur les indices globaux. C'était une petite semaine, comme je vous l'ai expliqué en introduction. Le graphique du SMI, alors la bonne nouvelle, on va dire encore une, c'est qu'on est quand même sorti, on est en train de sortir de ce canal ascendant. Vous voyez que
On clôture juste en dessus, là, quasiment à l'orée des 13 000 points. Et là, on est en train de casser quelque chose d'assez important. Donc, à voir si on arrive à continuer sur cette lancée. Et je pense qu'avec les taux d'intérêt qui vont baisser aux États-Unis la semaine prochaine, on pourra aller chercher les 13 200 sur le SMI si on arrive à s'établir en dessus de cette zone-là. Le S&P 500, alors vous voyez dans la vidéo de hier que j'ai faite sur les différentes manières d'interpréter les marchés, eh bien on parlait de ces double top potentiels sur le S&P 500, mais également bien sûr, et si on efface tout ça, vous voyez que si j'enlève les choses là, bam, bam, j'enlève ces suspicions de double top, on a carrément un marché qui est juste ouvert sur une bonne nouvelle, avec un peu de volume, il peut aller casser cette résistance ici, et puis aller chercher les plus hauts historiques, et aller donc chercher ce niveau-là psychologique des 7000, et ça, je suis pratiquement certain qu'on ira avant Noël. Le Nasdaq, il est dans son canal haussier, tout va bien, c'est un peu la même configuration, avec un tout petit peu de retard, on aura besoin des techs pour aller chercher ces records sur le Nasdaq, bien sûr. Pour l'instant, on est dans le canal haussier, et qu'on a bien réintégré après ces dernières semaines de stress, on va dire, et tout se passe pour le mieux pour cette fin d'année. Le SOX, il a été cherché la semaine dernière, vous voyez, enfin ce vendredi, on a été chercher les plus hauts historiques, et on a fait un petit reversal en fin de séance, vous voyez cette espèce d'inversement sur le dernier candlestick qu'on a ici. Donc on a été chercher les plus hauts, à voir de nouveau, hein, taux d'intérêt, performance du S&P 500, la question ne se posera pas, mais il y a bien des chances que si les taux baissent comme prévu, eh bien on va aller chercher également des plus hauts historiques sur le SOX. Et qu'est-ce qu'on dit ? Quand le SOX part à la hausse, ça veut dire que tout le reste va suivre derrière. Le DAX remonte dans son canal latéral, hein, vous voyez toujours beaucoup d'hésitation, mais pas grande direction sur le DAX. La bonne nouvelle, c'est qu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours, donc ça c'est plutôt pas mal. À suivre attentivement ces prochains temps. L'Allemagne sera également tributaire de ce qui pourrait se passer au niveau des accords de paix entre l'Ukraine et la Russie. Le CAC 40, même photo, là on a aussi cette canal latéral, on va chercher en bas, on revient, on reste dans le range. Il va falloir trouver comment faire pour casser la résistance des plus hauts historiques et pour aller démarrer une nouvelle tendance l'année prochaine. Peut-être que la baisse des taux américaines, l'arrivée du futur président de la Fed va nous aider aussi dans cette stratégie européenne. Le pétrole, je vous l'ai dit, toujours dans ce canal descendant, il n'y a rien qui change pour le moment. On est en train d'essayer de tenter la cassure, mais je pense que là, ça se décidera plus au niveau de la géopolitique qu'autre chose. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, on semble avoir fait les plus bas. Mais si on arrive à consolider dans cette zone-là, on pourra espérer casser la résistance et aller chercher dans un premier temps la moyenne mobile, ici la moyenne mobile des 200 jours, pour espérer autre chose. Le problème, c'est que quand je dis espérer, ça aura aussi des conséquences au niveau de l'inflation et de notre plein d'essence. L'or, il consolide à 4200, on n'arrive pas à redémarrer, mais ça reste quand même assez intéressant parce que si on regarde les chiffres, les banques centrales sont massivement acheteuses. Donc l'évidence même, ce serait qu'on ait recherché les plus hauts historiques, peut-être pas ce mois, mais en tout cas en début d'année. Et puis ensuite, on pourra reparler des 5000 que Goldman Sachs nous ont annoncé très récemment. Le Bitcoin. Que dire du Bitcoin? C'est, on l'a dit, hein, c'est l'indicateur d'appétit au risque du marché pour l'instant, c'est officiel. Alors vous voyez qu'on a tenté le rebond en direction d'un 3000, on a eu de nouveau un gros sell-off en fin de séance hier. On revient se positionner de nouveau sur les 90 000 $. Donc ça va un petit peu dans tous les sens, c'est assez volatile. Tous les gens qui jouent en margin, en marge et en levier sur le Bitcoin se sont pris des volées assez violentes ces derniers temps. Donc peut-être il faut épurer tout ça pour pouvoir retrouver un semblant d'optimisme sur la crypto-monnaie et un semblant d'appétit au risque sur les actions technologiques, bien sûr, puisque c'est le nouveau motto du moment. On passe aux vedettes de la semaine. Alors je vous dis tout de suite, pas des masses de nouvelles cette semaine, pas des masses de vedettes, mais UBS est souvent cité pour le pire et le meilleur. On commence déjà avec un nouvel épisode dans la saga des tuna bonds. On en a parlé cette semaine. Ce truc improbable où le Mozambique a contracté 2 milliards de prêts pour se payer une flotte de pêche. Flotte qu'on cherche toujours d'ailleurs, vu que l'argent a surtout fini dans les poches des mauvaises personnes. Et résultat, un pays au bord de la rupture et un scandale XXL qui pourrit depuis 10 ans. Et là, 1er décembre, plot twist, la justice suisse dégaine une plainte contre le Crédit Suisse, désormais embarqué de force dans le paquebot UBS, vous le savez, pour mauvaise gestion ayant permis le blanchiment. Donc on parle de 7 millions. Pas de 2 milliards, de 7 millions. En résumé, ils n'ont pas juste laissé filer la ligne, ils ont carrément offert la canne, le moulinet et les clés du bateau, selon la justice suisse. Et donc, si on écoute ça à ce rythme, on aura bientôt assez d'épisodes pour faire une série Netflix. L'UBS, bien sûr, rejette ces accusations. C'était pas eux à l'époque, hein, c'était le Crédit Suisse. Et eux, ils ont juste embarqué le Crédit Suisse seulement pour le meilleur et pas pour le pire. Le reste, selon eux, c'est la faute du Conseil fédéral et de la FINMA. Ça nous change pour une fois. Bon. Pas exactement ça, mais en gros, on va dire, c'est pas le problème, on s'en fout.
J'ai pas l'impression qu'on parle de montant stratosphérique non plus, affaire à suivre, gardons-la quand même dans le coin de la tête. Et puis, c'est pas tout, parce qu'en fin de semaine, l'UBS a explosé à la hausse parce que, selon un article de Reuters, le gouvernement suisse aurait laissé entendre qu'il pourrait finalement assouplir la nouvelle réglementation bancaire qui menaçait d'obliger l'UBS à lever une montagne de capital frais. On parle de 24 milliards. En gros, on a peut-être vu un peu large, les mecs, on va revoir 2-3 trucs à la baisse, notamment sur les actifs d'impôts différés et les logiciels qui représentent à eux seuls une grosse partie du problème. Rien n'est donc décidé selon le Conseil fédéral et les autorités. Le Conseil fédéral d'ailleurs fait durer le suspense, UBS ne commande pas et les autorités disent que c'est pas gagné et pas décidé encore, mais le marché, lui, il a compris le message, on ne veut pas laisser partir l'UBS aux États-Unis et le titre a immédiatement levé ou relevé la tête. Bref, une journée classique en Suisse où on est tous égaux, mais où l'UBS est quand même beaucoup plus égaux que les autres. Voilà, vous voyez la rumeur d'article de Reuters que ça a donné. Explosion vendredi soir et retour en direction des 35 balles. C'est le prochain arrêt programmé pour l'UBS. Tout va bien du côté de la grande banque suisse qui devrait donc rester, justement, la grande banque suisse. Galderma a dégainé une bonne nouvelle. Son biostimulateur Sculptra vient d'obtenir la bénédiction réglementaire de l'Union européenne pour une utilisation élargie. Et quand je dis élargi, c'est vraiment élargi, plus seulement le visage, mais aussi les fessiers, l'arrière des cuisses, le décolleté, le haut des bras, bref, tout ce qui s'affaisse sous l'effet du temps et la gravité. Mais cette certification s'inscrit donc dans la grande transition de Galderma vers les nouvelles règles européennes sur les dispositifs médicaux. Une étape de plus pour muscler son positionnement, littéralement et figurativement. Vous voyez que quand on regarde la configuration du graphique, ça fait un moment qu'on a anticipé que ça allait beaucoup mieux chez Galderma, puisque vous voyez, la tendance haussière est affichée. La bonne nouvelle de la semaine dernière, c'est ce gros candlestick vert qui nous a amené au plus haut, là en direction des 162 balles. Donc grosso modo, ça se passe bien pour Galderma et d'un point de vue purement technique, il faut pas aller contre la tendance. Et puis, Swiss Re a fait son grand ménage de fin d'année. La boîte a passé au crible tout son portefeuille de réassurance vie et santé et ça lui coûte un joli quart de milliard sur le trimestre. Mais comme on adore enjoliver les choses, la maison zurichoise en profite pour relever un peu ses ambitions pour 2026. Et si tout se passe comme prévu et que le bénéfice net atteint les 4,4 milliards cette année, Swiss Re compte lancer dès 2026 un programme de rachat d'actions durable comprenait 500 millions par an pour faire plaisir aux actionnaires. L'objectif de bénéfice monte à 4,5 milliards pour 2026. Les ratios combinés sont censés rester bien sages et le rendement sur fonds propres doit dépasser les 14% avec un dividende qui gonfle chaque année. Bref, le plan est plutôt beau, propre, huilé, en tout cas sur le papier. Sauf que les analystes ne sont pas vraiment impressionnés, ils attendaient mieux, beaucoup mieux, entre 4,7 et 4,9 milliards de prévisions de bénéfices. Et donc le marché fidèle à lui-même n'a pas attendu la fin de la conférence pour sanctionner. Swiss Re s'est fait exploser et on arrive à des niveaux intéressants pour ceux qui aiment les dividendes et les rachats d'actions. Voilà, quand vous voyez la configuration technique, perso, si vous voulez me faire un cadeau de Noël, offrez-moi des Swiss Re, parce que là, franchement, ce que vous avez touché comme dividende à ces niveaux-là, vous voyez qu'on est allé chercher déjà à l'époque des niveaux pareils. Bon, aujourd'hui, on est encore un petit peu loin, mais à 125 balles, la Swiss Re, vu qu'elle paye de dividendes, et quand on voit la qualité des résultats récents, qu'on était encore à 154 francs, entre le potentiel de rebond et les dividendes qui viennent derrière, personnellement, je trouve ça plutôt appétissant. Mais enfin, à très court terme, c'est la fin de l'année, le marché a sanctionné la chose. Voilà, on passe maintenant au en vrac de la semaine. Alors, Idorsia a explosé après un upgrade de Kepler, Chevreux, et X-Life Science, pareil, ça grimpe fort, porté par une biotech allemande qu'ils ont en portefeuille et qui annonce une validation clinique pour un test précoce d'Alzheimer. Comet grimpe grâce à l'UBS qui passe acheteur. Cardex se renforce au capital de son partenaire allemand Rocket Solution. Chez Compagnie Financière Tradition, un gros dirigeant vend un gros paquet d'actions, ce qui met un peu de pression sur le titre. Barem reçoit une recommandation d'achat de la part de l'UBS. Dormakaba, en revanche, ne profite pas vraiment de l'annonce du rachat du spécialiste allemand Metamatic. Swissquote était sous pression après que PostFinance se soit débarrassé d'un gros bloc d'actions. Tecan confirme son partenariat avec Waco Automation en s'offrant une solution d'automatisation. Cosmo Pharmaceutical fait parler de lui avec 2 études de phase 3 positives sur un traitement pour l'alopécie masculine. Je connais un candidat à la présidence française
Je connais un candidat à la présidence française qui doit être super intéressé. Temenos annonce un nouveau CEO, Takis Spiliopoulos, qui prend officiellement les commandes. Temenos qui a aussi été upgradé par JP Morgan. Chez Baloise, le CFO Carsten Stoltz annonce son départ pour la fin de l'année. Changement d'air en vue. Leonteq, grosse claque, profit warning, perte attendue l'an prochain. Ambiance compliquée sur les produits structurés. Inficon prépare l'avenir avec l'acquisition d'un terrain au Liechtenstein pour étendre ses capacités de production. BKW réfléchit à installer des grandes batteries de stockage. 3 sites sont déjà sur la table et Also place un emprunt massif pour financer la suite de son parcours. Voilà, vous l'aurez compris, c'est pas la meilleure semaine de l'année, mais pas la plus passionnante non plus. Mais la semaine prochaine, il y aura la Fed et la BNS et ça va nous occuper. Il y aura aussi Broadcom et le rachat de Warner Bros par Netflix ou Paramount, vu que ça a l'air de se bagarrer et que Netflix pourrait bien se retrouver super endetté. Et puis, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est le Japon. C'est délibéré. Je n'avais pas oublié, c'est plutôt parce que chaque fois que j'en parle, je me fais allumer parce qu'on m'envoie des messages pour me dire « Ouais, on s'en fout du Japon, c'est eux qui détiennent leurs propres dettes, c'est pas notre problème, le carry trade c'est dans les prix ». Donc je vais résumer la chose une dernière fois et après je vais me taire sur le Japon. Le Japon est donc en train de vivre un moment charnière et tout le monde fait semblant de ne pas comprendre ce que ça implique. L'économie tourne au ralenti, ça tousse dans l'industrie, ça rame dans la consommation, du coup Tokyo sort un plan de stimulus XXL, 135 milliards, encore un, de dollars, pas des yens, histoire de maintenir la machine sous perfusion. Mon fils est là-bas et il me dit que c'est pas simple. J'ai mes sources. Et pendant qu'on distribue les vitamines budgétaires, les rendements obligataires japonais continuent de grimper, doucement, mais sûrement, comme si le marché disait à la BOJ, les gars, il va quand même falloir assumer un jour. Le rendement du 10 ans a tapé 1,9710 hier. Alors quand vous regardez le graphique du rendement du 10 ans japonais, donc c'est le rendement du 10 ans japonais que vous avez là, vous voyez quand même que là, depuis où on vient, 2024, ici janvier 2024, on est à 0,56. Après on peut aller chercher plus loin, vous voyez là, hop là. Mars 2023, on a 0,1750 et si on va chercher plus loin, voilà. Là, si on va carrément chercher plus loin en septembre 2019, on est à moins 28,80 sur les rendements du 10 ans japonais. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup monté. Et moi, la dernière fois que j'ai vu un graphique comme ça ressemblait fortement au graphique de Nvidia aujourd'hui. Mais quand même, regardez-moi ça me fait un tout petit peu peur quand je vois l'ascension de ce truc-là. Oui, parce que clairement, l'inflation est là. Elle n'est pas énorme, elle n'est pas explosive, mais elle est tenace. Le Japon, vous savez, c'est ce pays qui a passé 30 ans à chercher l'inflation, qui aujourd'hui sait plus trop quoi en faire, maintenant qu'il l'a trouvé. La Banque du Japon parle désormais ouvertement de monter les taux. On a entendu le patron de la BOJ la semaine dernière. Et juste entendre monter les taux au Japon devrait vous faire frissonner. C'est la phrase qu'on n'entend qu'une fois par génération. Si la BOJ bouge, le yen pourrait enfin cesser d'être le paillasson face au dollar. Et si le yen se réveille, le carry trade, l'une des plus grosses machines à cash de la planète, pourrait commencer à se dégonfler. Traduction, en clair, des hedge funds qui doivent fermer des positions à toute vitesse, des flux inversés, des capitaux qui sont rapatriés dans l'urgence, et ça, mes amis, c'est le genre de truc qui peut créer des vagues. Alors, pas les petites vagues du lac Léman. Vous noterez, vous avez vu, j'ai dit lac Léman et pas lac de Genève. Donc pas les vagues du Léman, les grosses, les mondiales, un vrai tsunami. Le Japon, c'est pas juste un marché exotique, c'est la charnière silencieuse de la finance globale. Si la BOJ monte les taux, même timidement, on pourrait assister, j'ai bien on pourrait assister à un vrai changement de régime monétaire planétaire. Ça peut encore se dégonfler, bien sûr, la BOJ peut encore temporiser, le stimulus peut encore lisser tout ça, on peut rêver, mais si ça arrive, si ça part en sucette, et quand on voit la gueule du rendement du 10 ans, ça fait un tout petit peu peur, si le Japon décide vraiment de normaliser sa politique monétaire, vous pourrez dire que je vous l'avais dit. Bref, laissons tomber le Japon puisque tout le monde s'en fout. La semaine prochaine, il y a la Fed et ça, on s'en fout pas. Ça sera d'ailleurs la seule chose qui va nous occuper, à moins que Nvidia rachète AMD et Intel dans la foulée. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne Suisse Coton Français, likez cette vidéo, partagez et commentez. Et puis n'oubliez pas que le marché et la finance ne sont qu'une question d'interprétation. Si vous avez un doute et si vous n'avez pas vu le bull case et le bear case d'hier, n'hésitez pas à aller voir les deux vidéos, vous verrez que avec les mêmes informations, qu'avec les mêmes informations, on arrive à dire deux choses différentes. Et vous verrez surtout que c'est souvent une question de où on se place et de comment on commente depuis là où on se place. Allez, excellent samedi, très bon week-end à tous, merci d'être là, merci toujours d'être là, et à lundi pour un nouveau Morning Bull Live. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.